ce que le métal se dégrade. Mais ça ne veut pas dire que le soda à l'intérieur de votre canette, il n'est pas facilement dégradable par des micro-organismes. C'est juste que les micro-organismes n'y ont pas accès. Donc si vous cassez cette canette, ensuite, les micro-organismes utilisent le soda comme substrat. Et donc le labour, en gros, ça fait un peu ça. C'est-à-dire que ça va avoir tendance à casser les agrégats et à uniformiser le sol et à libérer de la matière organique qui était préalablement protégée. Donc, si on réduit ou qu'on abandonne le labour, on peut penser qu'on va perdre moins de carbone. Donc, il y a un certain nombre de méta-analyses qui ont été faites sur le sujet. Donc, une méta-analyse, c'est... Je ne sais pas si vous êtes peut-être familier avec cette... C'est-à-dire qu'en gros, on regroupe un certain nombre d'études et on regarde en moyenne quel est l'effet qu'on peut avoir. Et donc là, on va avoir ici le ratio entre les stocks de carbone dans des systèmes non labourés, moins des systèmes qui sont labourés, divisé par les systèmes qui sont labourés. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes dans les parties positives, vous stockez du carbone. Si vous êtes dans les parties négatives, vous perdez du carbone. Et là, ici, on a la profondeur. Et donc, ce qui est intéressant, finalement, dans cette étude-là, ce qui montre bien, c'est qu'on va avoir, effectivement, tendance à stocker du carbone, mais en surface. Et finalement, quand on s'intéresse au carbone qui est profond, eh ben, l'effet n'est plus franchement significatif. Ensuite, il y a eu beaucoup de débats dans la littérature pour savoir quels étaient les mécanismes qui expliquaient ça. Et est-ce que finalement c'est qu'on décomposait moins ou finalement est-ce qu'il y avait plus d'entrées? C'est-à-dire que quand on augmente les stocks, on ne sait pas si c'est parce qu'on réduit les sorties ou si c'est parce qu'on augmente les entrées. Donc cette question-là, elle s'est posée. Et notamment, donc il y a des collègues qui ont publié il y a quelques années le fait que, donc pareil, avec des techniques de méta-analyse, ici on va avoir en gros la différence de carbone du sol entre les systèmes non labourés et les systèmes labourés en fonction de la différence entre les entrées entre les systèmes non labourés et les systèmes labourés. Et en fait, on voit bien que finalement, ce qui explique plutôt l'augmentation des stocks, c'est plus une augmentation des entrées que une diminution des sorties. Donc ça, il y a encore beaucoup de débats autour de ça. Je vous conseille un article qui a été publié par David Paulson dans Nature Climate Change, qui explique assez bien les avantages et les inconvénients. Et un des inconvénients qui revient très souvent quand on discute des techniques de non-labour, c'est le fait que pour contrôler les adventices, les agriculteurs ont besoin d'augmenter les entrées d'herbicides. C'est-à-dire que le coût de désherber à la main avec le coût du travail qu'on peut avoir dans des pays européens fait que c'est pas tenable économiquement, et donc du coup les agriculteurs qui abandonnent le labour ont tendance à augmenter l'utilisation notamment du glyphosate. Alors encore une fois, il y a beaucoup d'alternatives et de choses à dire sur ça. Ok, bon, je vais passer un peu vite. Un des autres aspects intéressants, c'est d'utiliser des cultures intermédiaires. Là, ici, on a un champ de maïs, et en fait, on voit bien que entre les pieds de maïs, le sol est nu. Et finalement, il y a des gens qui proposent de faire ce qu'on appelle des cultures intermédiaires, c'est-à-dire que vous mettez du maïs, et là, de mémoire, il me semble que c'est un arbre qui produit des noix de cajou, vous mettez entre les plants une autre plante, ce qui fait que quand votre maïs arrive à maturité, eh ben, vos arbres ont poussé et vous pouvez récolter, ici dans ce cas-là, les noix de cajou. Donc c'est un certain nombre également d'inconvénients et d'avantages. Un des inconvénients, c'est que ça dépend beaucoup du type de climat et du type de sol sur lequel on est. Mais, voilà, alors je vais venir sur ça. Un autre point qui est très important, c'est que là, pour l'instant, je vous ai parlé que de carbone. Sauf que quand on met en place des cultures intermédiaires, on peut mettre des légumineuses. Ce qu'on appelle des légumineuses, c'est des plantes qui vont avoir des associations
avec des micro-organismes du sol pour fixer l'azote qui est présent dans le sol. Et là, c'est des travaux qui ont été très récemment publiés où en fait, c'est des études en modélisation où on montre qu'effectivement, on peut stocker du carbone quand on est dans des cas de culture intermédiaire, mais si nos cultures intermédiaires sont des légumineuses, on a des entrées d'azote dans le système qui sont très fortes, et finalement, on va se retrouver avec des émissions de N2O qui sont très élevées, qui vont totalement compenser la quantité de CO2 qu'on aura capturée via les cultures intermédiaires. Donc, encore une fois, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solutions qui sont magiques, et que il faut, dans le 4/1000, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut faire une évaluation intégrée du système. Je vais passer un peu vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais peut-être dire un mot sur le biochar quand même rapidement parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. C'est quoi l'idée du biochar? Ici, on a le cycle du carbone. Donc, on a les plantes qui font de la photosynthèse, qui produisent de la biomasse. Cette biomasse retourne au sol. On a de la transformation de cette biomasse en carbone du sol, avec une partie de respiration des micro-organismes. Finalement, ce qu'on pourrait faire en faisant du biochar, c'est que cette biomasse, on pourrait la brûler. Donc, on va avoir une partie, évidemment, qui va repartir sous forme de CO2 quand on va brûler cette biomasse, mais une partie qu'on va remettre au sol. Et cette partie qu'on remet au sol, elle va avoir tendance à être très stable, donc à se décomposer très lentement. Et là, on voit bien un sol qui est riche en biochar, c'est celui qui va être sur la droite, qui est très noir, par rapport à un sol où il n'y a pas eu d'apport de biochar. Ça a un intérêt également agronomique, parce que ça va avoir tendance à limiter le lessivage des nutriments. Et donc là, on voit sur cette photo, donc c'est deux photos qui ont été prises au même endroit, mais un sur un sol où il y avait eu des apports de biochar précédemment pendant très très longtemps. Et donc on voit bien que la taille des pieds ici sont très différents en fonction du type de sol. Excusez-moi, ça veut dire quoi biochar? Biochar, c'est pour du charbon, quoi. C'est-à-dire que du charbon issu de biomasse. Biochar. Enfin, oui. C'est différent des brûlis ou des... Oui, c'est différent des brûlis parce que l'idée c'est... C'est la combustion. Alors, ça... C'est quoi exactement? Oui, c'est ça, c'est de la combustion. Mais l'idée c'est que si on l'utilise comme une technique parce que quand on fait du brûlis, in fine, on va faire du biochar. Parce que finalement, ce qui reste, ça va être du biochar. Par contre, on peut essayer de le faire en optimisant le process pour éviter un certain nombre d'inconvénients qui sont liés au brûlis. Mais vous avez dit que c'est de la pyrolyse, donc c'est sans oxygène, du coup c'est comme du charbon, c'est-à-dire le truc qui n'est pas brûlé, c'est pas de la cendre. Non, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc c'est brûlé ailleurs, mais après... Oui, c'est ça. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est plus... oui, tout à fait. Parce que du brûlis, ça doit laisser de la cendre. Oui, mais il y a aussi une partie, du coup, il y a aussi une partie de charbon qui se forme quand on fait des brûlis, mais du coup, évidemment, on prend bien moins la combustion. Oui, parce que, par exemple... Vous pouvez mettre la slide avantage inconvénients? Oui. Voilà. Et donc, du coup, juste donc, pour dire quelques mots sur ça, un des inconvénients du biochar, c'est que ça va avoir tendance à réduire l'efficacité des pesticides, parce que les pesticides vont s'absorber au biochar et donc vont du coup ne plus être efficaces, et donc il faut augmenter les doses de pesticides. Et donc, pour conclure, sur ces initiatives du 4/1000, donc je suis désolé, je suis passé un peu vite sur les derniers slides. En gros, une meilleure gestion des sols, ça peut permettre de réduire les émissions anthropiques. Il y a un certain nombre d'options qui sont possibles de mettre en place, mais qu'en fait, on peut quand même majoritairement les mettre sur les agrosystèmes. Donc ça veut dire aussi que une des choses importantes sur les sols, un des premiers trucs que les gens peuvent, enfin des politiques peuvent essayer de mettre en place, c'est déjà d'éviter de déstocker ce qui est déjà stocké, notamment sur la protection des zones humides, qui sont des stocks de carbone très importants et qu'on a tendance à drainer parce que c'est des sols qui sont très riches, donc on a tendance à drainer pour en faire des agrosystèmes. Il ne faut pas voir forcément, donc il y a un grand nombre de limites, comme je vous disais, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à tous les points de vue, augmenter les stocks de carbone organique, pour les sols, c'est toujours bénéfique, en termes de production, en termes de biodiversité,
Et donc, même si on n'atteint pas les objectifs du 4 pour 1000, ça reste toujours bénéfique. Par contre, il y a un certain nombre de limitations qui sont très importantes à prendre en compte. C'est déjà, il y a un gros débat pour savoir si le stockage des sols, en fait, il peut être infini ou au bout d'un moment, on va atteindre une certaine limite. Ça, c'est des questions scientifiques qui sont en cours et il n'y a pas de réponse claire. Par contre, quelque chose qui est très clair, c'est que toutes les techniques de stockage qu'on peut mettre en place, c'est dans des systèmes qui sont réversibles. C'est-à-dire que si vous passez, si pendant 30 ans, vous avez un agriculteur qui arrête le labour, qui augmente ses stocks, si la personne qui vient après lui se remet à labourer comme avant, ce qui a été stocké va être réémis. Et il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur, finalement, ok, on veut limiter, on veut atténuer le changement climatique, mais il faut que ça n'ait pas d'impact sur la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça n'ait pas d'impact sur les rendements. Et il faut aussi s'intéresser, comme je vous ai montré rapidement tout à l'heure, sur les impacts sur les émissions d'autres gaz à effet de serre, qui sont notamment le méthane et le N2O. Donc il ne faut pas avoir une vue que carbone et CO2, ça c'est très important. Et donc, il y a beaucoup de critiques qui sont dans la littérature, et notamment, il y a des questions qui se posent sur, finalement, ok, on va augmenter les stocks de carbone, sauf que le sol, c'est des molécules organiques. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires pour créer du sol, entre guillemets, notamment de l'azote. Les sols, ils ont un ratio C/N d'environ 12, et donc ça veut dire que si on suit les objectifs du 4 pour 1000 par an sur les sols agricoles, donc ça c'est des estimations qui sont issues du papier de Van Groningen, eux, leurs calculs les amènent à une séquestration de l'ordre de 1200 téragrammes, donc 1,2 gigatonnes de carbone par an. Avec un ratio C/N de 12, ça revient à dire qu'il faudrait avoir en plus 100 téragrammes d'azote par an pour stocker cette quantité de carbone. Ces 100 téragrammes d'azote par an, ça représente 75% de la production annuelle de fertilisants minéraux. Ça veut dire qu'il y a un besoin en azote pour respecter les objectifs du 4 pour 1000 qui sont très élevés. Du coup, pour finir, je pense que ça va être ma dernière slide, oui. Donc pour finir, en gros, si on fait une sorte de bilan pour et contre du 4 pour 1000, ce qui est déjà très positif, c'est que, en gros, les publics et les décideurs, ils ont déjà entendu parler de sol. Parce que c'est quand même pas quelque chose qui arrive souvent sur l'agenda. Donc, ça a déjà eu cet avantage-là de mettre le sol au centre d'un certain nombre de priorités. Comme je vous le disais, augmenter les stocks de carbone organique, c'est bénéfique pour l'agriculture en termes de rendement, en termes de stabilité des sols. Donc, même finalement, une augmentation relativement faible peut améliorer les propriétés. Notamment, ça peut permettre aussi de réduire l'érosion. Par contre, il y a un certain nombre d'inconvénients au 4 pour 1000. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire que ça nous décharge de notre responsabilité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que le 4 pour 1000 ne permet pas de stocker l'entièreté des émissions qui sont d'origine anthropique. Et donc, il faudrait aussi voir finalement le 4 pour 1000 plus comme une sorte de cible qu'un objectif vraiment fini, et tendre vers le 4 pour 1000, même si on ne l'atteint pas, ça reste très positif. Voilà, un peu dépassé, je suis désolé, je vous remercie de votre attention. Merci Bertrand Grigny. On a quelques minutes pour des questions techniques. C'est quoi la définition d'une question technique? C'est peut-être pas assez technique. Je sais pas. Quelle question pour passer le vide, sachant que Après, alors c'est pas technique. Alors on après. débat à la fin, c'est vraiment... Est-ce que ça a commencé? Oui, bien sûr. Oui. Il y a un programme qui a été lancé par le ministère